Vous allez peut-être pas me croire, mais 100% d'entre vous peuvent devenir millionnaires en suivant les 4 étapes que je vais vous donner dans cette vidéo. Et plus vous êtes jeune, plus ce sera facile. En réalité, devenir millionnaire, c'est bien plus atteignable que ce qu'on pourrait penser. Personnellement, j'ai passé des années à étudier comment faire quand on n'a pas hérité de plusieurs millions d'euros à la naissance pour s'extraire de sa condition, quitter la rat race et devenir quelqu'un de fortuné. Et le seul outil qui peut vous permettre de créer une fortune en partant de zéro, sans travailler pendant des centaines d'heures, sans capital de départ, sans expérience particulière et surtout sans variables aléatoires que vous ne maîtrisez pas. Le seul levier qui peut vous permettre de faire ça, c'est bien sûr l'immobilier. D'ailleurs, la France est un des pays les plus attractifs au monde pour investir dans la pierre. Et c'est pas pour rien si c'est le placement préféré des Français depuis plus de 50 ans. Une grande facilité d'accès au crédit, une grande demande de logements locatifs et la possibilité d'emprunter la quasi-totalité de la somme. Ce qui permet aux personnes qui n'ont pas d'argent de petit à petit se créer un patrimoine à 6 chiffres et sans avoir à sacrifier toute leur vie. Alors si vous aussi, vous avez toujours rêvé d'être à la tête d'un empire immobilier avec plusieurs centaines d'appartements, vous allez forcément passer par les 4 étapes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce qui est dur quand on veut faire quelque chose, et d'ailleurs que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, c'est toujours le premier pas. C'est ce moment où on n'a pas encore le déclic, on ne sait pas trop si on doit y aller, pas y aller, et au final on teste, et quand ça marche, on continue d'aller dans le même chemin. Et c'est souvent grâce à une étincelle, à un déclic qu'on arrive à passer le cap et poser la première pierre de son empire. C'est toujours le premier kilomètre d'une randonnée qui est le plus difficile. C'est toujours les premières semaines quand on rentre à la fac, ou les premières ventes quand on est commercial d'une entreprise. Et bien dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. C'est le premier achat qui est toujours le plus dur. Mais le jour où vous encaisserez vos premiers loyers et que vous aurez votre premier cash flow qui apparaîtra sur votre compte, eh bien en fait c'est comme si 2 fils allaient se brancher à l'intérieur de votre cerveau parce que vous aurez compris qu'en fait il est possible de gagner de l'argent sans travailler. Et vous comprendrez à ce moment-là que ça a le potentiel de complètement changer votre vie. Vous aurez enclenché la première étape de votre parcours d'investisseur. Étape numéro 1, choisir son terrain. C'est typiquement le débutant de l'immobilier qui va commencer à se renseigner, à regarder des choses sur YouTube, sur internet, à acheter des bouquins et à se dire tout simplement qu'il y a peut-être moyen de gagner un peu d'argent avec ce type d'investissement. En général, à cette étape, il a encore beaucoup de croyances limitantes. Oui, mais si le locataire ne paye pas. Oui, mais j'habite dans une ville où l'immobilier est trop cher. Oui, mais les travaux c'est trop compliqué. Oui, mais la banque elle voudra jamais me financer. Et si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être vous aussi ce genre de croyances limitantes qui au final est en général fausse et vous empêche de passer à l'action. À partir de ce moment-là, il y a en réalité 3 solutions qui s'offrent à vous. Première solution, c'est la personne qui comprend pas trop comment ça marche et puis qui a un environnement assez pollué avec des gens qui vont le décourager, le tirer vers le bas, lui dire que c'est pas possible. Cette phrase un peu magique qu'on a tous déjà entendue, mais si c'était facile, est-ce que tu crois pas que tout le monde l'aurait déjà fait? Au final, cette personne-là, elle se renseigne pas trop, elle aura tendance à acheter sa résidence principale en premier. D'ailleurs, elle comprend pas trop pourquoi est-ce que la plupart des investisseurs disent de faire l'inverse. Et dans les faits, en quelques semaines, quelques mois, elle aura complètement abandonné l'idée. Deuxième solution, c'est la personne qui a vraiment envie de le faire, qui a compris que ça avait le potentiel de changer sa vie et que le plus dur, c'était justement de passer à l'action. Et c'est en général la personne qui va se précipiter un petit peu trop. Elle va lire le résumé d'un bouquin, elle se forme pas trop, elle regarde YouTube mais elle cherche pas à comprendre comment ça marche. Et c'est un peu la personne en général qui pense que c'est très facile et qu'il n'y a pas de méthode complexe derrière tout ça. Elle va avoir tendance à écouter son banquier qui va lui dire que 5% de rentabilité c'est déjà super bien et qu'il vaut mieux d'ailleurs investir dans du Pinel pour payer moins d'impôts, etc., etc. Du coup, cette personne-là, en général, elle achète un premier bien qui est peu rentable, voire même qui s'autofinance presque pas assez, et elle est obligée de remettre tous les mois un petit peu de capital pour pouvoir payer son crédit. Dans les faits, c'est la personne qui construit des fondations qui sont pas très solides. Mais troisième solution, c'est la personne qui a compris que l'immobilier, ce n'est qu'une question de recette de cuisine. Et qui a également compris qu'en maîtrisant parfaitement la recette de cuisine, même si elle n'a jamais cuisiné de sa vie, elle pourrait faire un gâteau qui soit délicieux. Et en suivant l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, elle va mécaniquement devenir en fait un bon cuistot. Et c'est exactement la même chose pour le parcours d'un investisseur. Du coup, cette personne, elle va se former, elle va acheter un bouquin, 2 bouquins, elle va prendre des notes, elle va se faire des fiches, elle va s'informer et se former, que ce soit de manière payante en achetant une formation ou gratuitement sur YouTube. Mais elle va réellement se mettre dans un mode où il faut absolument que ça marche. C'est la personne qui va passer à l'action
l'action rapidement et qui dès son premier achat va encaisser 100 euros, 200 euros, 300 euros, peut-être même 400 euros de cash flow tous les mois. Et à ce moment-là, en réalité, elle a déjà franchi la deuxième étape et va commencer à développer ce qu'on appelle une addiction à l'investissement. Les signes assez typiques de cette étape 1, c'est tout d'abord la peur de se tromper. Et c'est normal, hein, la première fois qu'on fait une tarte aux pommes, on sait pas du tout si elle va être bonne au final ou pas. La peur de ne pas être financé par la banque, parce qu'en général, on est rarement déjà allé voir un banquier. On sait pas trop comment lui parler, comment présenter les choses. Et également le manque d'anticipation. Je veux faire du meublé, mais je sais pas trop comment faire. Et puis je sais pas si au final je vais avoir un locataire ou pas de locataire. Je sais pas comment mettre en place une garantie. Et c'est normal que pour votre premier investissement, ce soit un peu plus le bordel qu'au moment où vous ferez le 10e. Alors si vous vous reconnaissez à cette étape-là de votre parcours d'investisseur, j'aurais un conseil ultime à vous donner. Vous devez développer une répugnance à la non-compréhension. La plus grosse erreur que je vois autour de moi dans les différentes personnes qui se lancent dans l'investissement, c'est qu'elles cherchent à apprendre par cœur la recette de cuisine, mais qu'elles n'ont jamais vraiment compris pourquoi est-ce qu'il faut faire des choses. Elles n'ont jamais compris pourquoi est-ce que dans certains biens, il faut faire une déclaration préalable. Et pourquoi dans d'autres, c'est un permis de construire. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir un locataire avec une garantie visale plutôt qu'un garant physique. Ou pourquoi il vaut mieux acheter via une société civile immobilière plutôt qu'en indivision. C'est peut-être des choses qu'elles ont entendues sur internet, mais elles n'ont jamais fait l'effort d'aller à l'étape d'après et de chercher à comprendre quelle était la mécanique. Et vous devez absolument savoir pourquoi est-ce que vous faites telle stratégie et comment est-ce que vous le faites. En réalité, dans l'immobilier, les 2-3 premiers investissements, c'est vraiment les plus importants. C'est ceux qui vont permettre de montrer à votre banquier que vous savez faire, que vous êtes un professionnel du secteur et donc il peut continuer de vous financer pour les opérations futures. Si d'ailleurs c'est le cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre de manière complète. Étape numéro 2, construire les fondations. C'est l'étape de la personne confirmée qui a mis le doigt dans l'engrenage de l'investissement immobilier, qui a fait son premier coup, qui commence à engager un petit peu de cash flow tous les mois et qui a très hâte de faire le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, parce qu'elle a compris que c'était vraiment un game changer dans sa vie et que ça lui permettrait de définitivement dire adieu à la rat race. Cette personne, elle s'est frottée un petit peu aux travaux, elle s'est frottée un petit peu à la fiscalité, elle a déjà rencontré plusieurs banquiers et elle a compris par l'expérience que l'immobilier, ça demande un peu de travail au début, mais ça peut rapporter pas mal d'argent. Elle commence à se faire un petit réseau d'ailleurs dans son secteur, elle commence à avoir des amis qui parlent aussi d'immobilier et surtout elle commence à voir des opportunités là où elle les voyait pas auparavant. Quand elle se balade en ville, elle commence à lever un peu plus la tête, à regarder les façades des immeubles, à dire oh tiens je pourrais faire ça, oh tiens un immeuble abandonné, je pourrais faire ça également. Et ça c'est le principal symptôme de cette deuxième étape. D'ailleurs en général c'est l'investisseur qui commence à reconnaître un peu par cœur les façades des immeubles à chaque fois qu'elle voit une annonce sur le bon coin. Et il a compris que la méthode ultime pour gagner à tous les coups dans l'immobilier, c'est pas de trouver un bien qui correspond à sa stratégie, mais c'est de trouver à chaque fois la meilleure stratégie d'optimisation de tous les biens qu'il va visiter. Ça, ce sont vraiment les symptômes de l'investisseur qui a travaillé sur ses peurs, qui a travaillé sur ses croyances et qui est prêt pour passer au level supérieur. Alors un autre symptôme qui commence à apparaître également à cette étape, c'est l'incompréhension. D'ailleurs souvent c'est la personne qui commence à avoir un petit peu moins d'amis, on commence à plus trop le comprendre, il a plus les mêmes sujets d'intérêt et il a tendance un petit peu à se replier sur lui-même. Il peut perdre des amis, perdre des membres de sa famille qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. Lui en général il n'est pas beaucoup disponible parce qu'il a compris la formule P égale petit r fois grand R. Le patrimoine est égal à vos revenus multipliés par la rentabilité à laquelle vous êtes capable de les placer. Alors par définition il bosse beaucoup et comme il adore ça, il prend énormément de plaisir à être au travail. Et naturellement on va dire il va s'éloigner des gens un petit peu toxiques, qui ont une vision un petit peu obtuse et qui pensent qu'il ferait mieux de rester à sa place dans sa petite case, dans son petit travail. Et il va assez rapidement faire le tri à cette étape. Étape numéro 3, enchaîner les étages. C'est l'investisseur, comme on dit un peu dans le jargon, le gros poisson. C'est le mec ou la nana qui a déjà acheté 10 appartements, 15 appartements, 20 appartements et qui commence à vraiment bien tourner dans son secteur. Elle connaît réellement par cœur tous les marchés. Elle sait exactement comment faire pour trouver une bonne affaire, comment louer ses biens le plus rapidement possible et elle commence à gagner 2000, 3000, 4000 voire même 5000 euros de cash flow tous les mois. Et c'est donc la personne qui va enchaîner les opérations et acheter de plus en plus gros des immeubles de rapport, des locaux commerciaux voire même des locaux industriels. Mais c'est aussi l'étape où l'investisseur il va commencer à expérimenter certains problèmes qu'il n'avait pas avant et notamment un problème de risque. Les banques commencent à lui dire que ça fait beaucoup sur sa tête, que même si ça rapporte très bien, ça commence à faire des gros encours. Parfois on peut parler de 500 000 euros, 600 000 euros, 1 million d'encours et parfois ça commence à le bloquer un petit peu dans sa stratégie de croissance. Et en général à ce moment-là il y a deux chemins possibles. Le premier chemin c'est l'investisseur qui va très mal prendre qu'on lui dise non. En général il s'est forgé un certain ego grâce au cash flow qu'il arrive à gagner, il a des revenus supérieurs à
la plupart des gens qui fréquentent. Et le jour où le banquier va lui dire que non, il ne pourra pas financer sa prochaine opération, il peut avoir tendance à le prendre dans son ego et pas bien se passer. Il en fait une affaire personnelle, il va avoir tendance à se braquer et à ce moment-là, il met un petit peu la pédale douce sur l'immobilier et pourquoi pas à profiter un peu plus de la vie, à passer plus de temps avec ses amis, avec sa famille, à partir en vacances. Et il fait le choix de stopper un petit peu la croissance qu'il avait et opter pour la stabilité. Deuxième chemin, c'est l'investisseur qui comprend à cette étape-là que pour aller plus loin, il va falloir trouver des solutions. Une des plus classiques, ça va être d'arbitrer son patrimoine, de revendre certains biens, peut-être les premiers, qui au début de son parcours étaient moins rentables parce qu'il avait moins de connaissances, moins de savoir-faire, afin de pouvoir engranger une enveloppe de cash et repartir à nouveau sur de nouvelles opérations. Il va d'ailleurs à ce moment-là chercher à tisser des liens avec de nouveaux partenaires bancaires. Il va aller dans d'autres banques, il va troquer une partie de son épargne, il va changer ses assurances de crédit et chercher à optimiser chaque aspect de son portefeuille. C'est d'ailleurs aussi l'étape où il va commencer à s'associer, à comprendre qu'à plusieurs, on peut aller plus loin, on peut faire des projets d'une plus grande envergure et évidemment, plus le projet est important, moins il y a de monde sur le marché et plus c'est facile d'avoir des rentabilités encore plus importantes. Vous imaginez bien qu'un immeuble à 500 000 euros, tout le monde ne va pas pouvoir aller dessus. Et encore moins pour un immeuble à 1 million d'euros. D'ailleurs, dans une ville de province, des immeubles à 1 million d'euros, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont potentiellement être en concurrence avec vous, mais en réalité, il y a beaucoup moins de monde que pour un studio de 20 mètres carrés. À cette troisième étape, la personne, elle a aussi clairement changé de monde. Elle fait plus les mêmes vacances, elle va plus dans les mêmes restaurants, elle fréquente plus les mêmes personnes et elle a des sources de stimulation et d'intérêt qui ont complètement changé par rapport à l'étape 1. Au-delà de tout ça, elle s'est construit un réseau qui est solide, qui est fiable. Elle n'a pas hésité à dégainer sa carte de visite et elle l'a fait consciemment à chaque fois qu'elle pensait qu'il y avait une opportunité face à elle. Et d'ailleurs, elle n'hésite pas à commissionner les personnes qui lui apportent des affaires parce qu'elle sait que c'est en enrichissant les autres et notamment son cercle qu'elle va aussi pouvoir s'enrichir encore plus rapidement. Étape numéro 4, créer un empire. C'est le high level de l'immobilier, c'est ce qu'on appelle le mania de l'immobilier. C'est l'investisseur qui typiquement a persévéré et qui est arrivé à la barre des 80 lots, voire même 100 lots, 150 lots immobiliers et il y en a peut-être 1 ou 2 par ville en France. C'est l'investisseur qui est quasi incontournable sur son marché. Tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il achète énormément et la plupart des gens commencent à vouloir faire des affaires avec lui. À l'inverse des étapes 1, 2 et 3 où c'est en général l'investisseur qui va chercher, qui va continuer d'aller chasser les bonnes affaires, à l'étape numéro 4 en général, elles arrivent toutes seules comme un aimant. C'est en général des investisseurs qui ont également expérimenté une opération, 2 opérations ou 3 opérations de marchand de biens et qui ont compris que ça pouvait être un super moteur pour générer du cash rapidement et rebasculer tout ça vers une croissance locative de leur parc. En général, à ce niveau-là, l'investisseur il va avoir 1 ou 2 salariés qui va l'aider notamment à la gestion de son parc immobilier, mais il va avoir aussi une super équipe, un bon notaire, un bon comptable, un bon avocat et une équipe d'artisans qui est disponible et qui lui propose les meilleurs tarifs. C'est également la personne qui a compris qu'il fallait apporter du business aux gens qui sont autour de lui et que c'est ça qui va lui permettre de continuer à grandir en embarquant d'autres personnes à l'intérieur du même bateau que lui. D'ailleurs, quitte à perdre un petit peu en rentabilité, parce que l'enjeu à cette étape-là, c'est plus d'aller taper à chaque fois plus de 10% de rentabilité, mais c'est de multiplier les deals afin de gagner en vitesse de croissance et de pouvoir aller sur des patrimoines à 5, 6, 10 ou 15 millions d'euros. Voilà les 4 étapes du parcours d'un millionnaire de l'immobilier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quelle étape vous pensez vous situer actuellement et si vous avez des difficultés particulières, notamment dans la transition d'une étape 1 à une étape 2 par exemple, n'hésitez pas à me le mettre aussi et je me ferai un plaisir d'essayer de trouver la clé pour vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Tim, ciao.